Alors, dans ce chapitre, nous allons discuter des forces capillaires et en particulier de la manifestation des forces capillaires. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est la méthode de la lame immergée qui est basée sur ces forces capillaires et qui va permettre de déterminer les tensions de surface. Lesquelles tensions de surface, je vous le rappelle, sont nécessaires pour calculer les énergies de surface, par exemple avec la méthode de la goutte posée. On va dans un second chapitre discuter l'ascension capillaire, l'adhésion capillaire qui est corrélée à cette ascension capillaire. On va discuter également de la longueur capillaire en microgravité. Donc la longueur capillaire, on l'a vu dans un chapitre précédent, hein, c'était la racine de gamma sur ρg avec cette longueur capillaire qui provenait donc de la balance entre la pression hydrostatique et les forces capillaires. Enfin, on va voir des applications de la force capillaire comme force pour l'auto-assemblage, éventuellement également pour l'élaboration de micro-objets. Ici. Alors, les forces capillaires, finalement, on en a déjà causé, hein, mais indirectement. Les forces capillaires sont des forces qui résultent de l'action de la tension de surface. Vous vous souvenez encore des forces qui étaient développées sur une tige mobile quand on perçait un film de savon, par exemple. Ici, action de la tension de surface, c'est ici une force capillaire qui agit. On a vu également quand on déposait la goutte sur un substrat faible, de faible module, un substrat élastique de faible module, on a vu que l'action de la tension de surface ici pouvait produire une déformation du substrat. Okay, mais là, on va voir comment comment mesurer ces forces-là et comment éventuellement observer, anticiper l'action de ces forces capillaires dans différents systèmes. Alors, l'objectif pour vous de ce chapitre-là, c'est de comprendre l'origine de l'interaction capillaire, donc de l'action de force capillaire entre objets, entre micro-objets. L'objectif, je dirais, c'est également avoir en tête la démarche pour quantifier l'interaction capillaire. Également, finalement, pour vous, c'est avoir conscience de l'action de ces forces dans différentes applications. Alors, pour commencer, comme je vous le disais, la méthode de la lame immergée. Donc ça, c'est une méthode qui est basée sur la balance de Wilhelmy. La balance de Wilhelmy, je pense que vous avez déjà utilisé pour mesurer des concentrations micellaires critiques. Et l'idée ici, c'est de mesurer tout simplement une force. Donc c'est une balance. Donc on va mesurer une force qui tire en fait là, dans ce sens. Et cette force qui tire dans ce sens, c'est exactement l'action de la tension interfaciale liquide-gaz. Okay, donc de ce liquide-là. C'est la tension de surface de ce liquide. Et la démarche expérimentale, elle consiste à utiliser, et je pense que c'est ce que vous avez fait, des surfaces de haute énergie, par exemple des lames de platine. Ou alors de verre éventuellement. Et ça, c'est des choses qui doivent être propres et souvent on les nettoie à la flamme. C'est-à-dire qu'on les passe sous l'éthanol et après dans la flamme, quoi. Donc là, on a flammé la surface, on a nettoyé de toute contamination organique, en tout cas du maximum, et on retrouve une surface de haute énergie. Pourquoi? Pour que cet angle de contact là finalement soit nul. Hein, et si l'angle de contact il est nul, on a ici une force qui agit uniquement dans cette direction, c'est-à-dire qui est totalement la force qui est mesurée par la microbalance. Et il se trouve que si on regarde l'objet en 3D, comme ça, j'essaie de le mesurer, c'est la lame, hein. Donc éventuellement on dit ça en 3D, j'essaie de le faire au mieux.
On a donc la force qui tire sur ce côté-là de la lame et sur ce côté-là de la lame. Et comme on tire de façon verticale, on n'a pas ce cos θ, on a l'action de la force, de la tension qui agit sur un périmètre. Et le périmètre, c'est donc 2 fois la largeur de la lame. Et là, dans ce cas-là, on a bien une force en newton, puisque là, on a un périmètre qui agit sur une tension, newton par mètre. Donc là, c'est quelque chose d'homogène en dimension, et on trouve tout simplement la valeur de la tension de surface en divisant la force mesurée par le périmètre de la lame. Voilà la méthode qui est utilisée, comme je le disais en introduction, pour déterminer les tensions de surface de liquide. Donc là, notez que dans ce cas-là, on a un gamma L, mais pas encore le gamma L polaire plus le gamma L dispersif. Pour déterminer le gamma dispersif, il faut utiliser, mais je crois que je l'avais évoqué aussi dans le chapitre précédent, utiliser une surface qui est totalement hydrophobe. Ah oui, c'est dans la note technique de Crus sur la mesure de l'énergie de surface, où ils utilisent des surfaces de téflon et de PTFE pour déterminer ce terme-là, puisque la surface dans ce cas-là est capable d'échanger uniquement des interactions hydrophobes. Mais bon, déjà notez que cette méthode-là, elle permet de déterminer la tension de surface de liquide. Alors, il a une variante, c'est l'anneau de nuit, qui permet également de mesurer la tension de surface et d'un liquide. Et dans ce cas-là, l'expérience consiste à immerger, alors c'est un anneau, alors là, c'est un cylindre comme ça, toujours relié à une balance, qui va toucher la surface d'un liquide, et on va mesurer la force à l'arrachement, donc quand on a l'angle de mouillage le plus faible ici. Mais notez que, mais ça c'est l'objet de l'exercice, que la force elle agit à l'extérieur de l'anneau, également à l'intérieur, donc sur deux périmètres de cet anneau. Je vous laisse faire cet exercice qui est assez simple. Voilà. Autre notion, c'est l'ascension capillaire. Alors l'ascension capillaire, ça c'est des choses que vous connaissez. Voilà une expérience toute simple qui consiste à filmer l'ascension dans des capillaires qui, alors vous voyez, d'ici à là, on a un rayon intérieur qui diminue. Ok, ce R1, il est supérieur au R4. Ici, on le voit un peu sur cette image-là. On a un petit capillaire, enfin un diamètre du capillaire qui diminue. Et donc, vous savez, alors c'est des capillaires en verre qui sont hydrophiles, ils ont une affinité avec l'eau, qui est le liquide ici contenu dans ce récipient, et vous savez effectivement que quand on met en contact le liquide avec le capillaire, il se produit une ascension du liquide contre la gravité, contre son poids, avec une hauteur qui est d'autant plus grande que le rayon du capillaire est faible. Voilà. Vous voyez ces différentes hauteurs. Il y a un aspect, dynamique qui est donc de vitesse d'ascension qui est contenu dans la loi de Washburn, mais qu'on va pas étudier ou discuter ici. Non, ce qui va nous intéresser, c'est hauteur à l'équilibre. Alors cette ascension capillaire, elle est discutée depuis très longtemps, notamment par, je crois que Léonard de Vinci l'avait déjà évoqué, pour expliquer l'ascension du liquide dans les montagnes qui provoqueraient les sources. Des choses qu'il ne connaît pas. Ça a été approché par cette personne-là. Donc vous voyez, je note la date, c'est quand même très vieux, quoi. Et c'est Jurin qui a donné cette loi empirique qui relie la hauteur d'ascension du liquide avec le rayon du capillaire. Ici une planche
une planche de ses travaux. Alors c'est intéressant parce que à cette époque-là, on est d'accord qu'on n'avait pas conscience des interactions, déjà de caractère atomique ou moléculaire de la matière et des interactions intermoléculaires. C'est-à-dire qu'on supposait ici le liquide comme une matière qui n'avait pas de structure moléculaire. Et il y a cette expérience, je ne sais pas si c'est Jurin qui l'a fait ou Oxby. Ils ont fait cette mesure-là de mesurer donc l'ascension capillaire dans des capillaires qui présentaient donc le même rayon là, même diamètre intérieur, mais par contre une quantité de verre, une épaisseur du verre qui était différente. Ils ont vu que là, évidemment, vous le sauriez aussi, la hauteur était la même. C'est-à-dire qu'ils en ont conclu que l'ascension se faisait via des interactions de courte portée. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer ici que quand on rajoute de la matière, si on a une attraction entre la matière et le solide et le liquide, le verre et le liquide allait monter plus haut du fait d'une interaction plus forte, parce qu'on avait beaucoup de matière ici. En fait, bon, quand on change l'épaisseur du verre, on a néanmoins une hauteur d'équilibre qui est la même. Et il a été conclu que les forces qui étaient à l'origine de cette ascension étaient des forces de très courte portée, okay, qui n'agissaient que à la surface du verre. Alors cette loi de Jurin, on peut la redémontrer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la démontrer de deux manières avec les outils qu'on a élaborés jusqu'à présent. En l'occurrence, la loi de Laplace, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans un capillaire avec un liquide qui mouille ce capillaire-là selon ce rayon R. Alors attention, ce R c'est le rayon, enfin 1 sur R c'est le rayon de courbure, et ce R là c'est le rayon du capillaire, rayon intérieur du capillaire. Alors on va appliquer la loi de Laplace, et je vous rappelle que l'idée c'est de passer du milieu 1 au milieu à l'extérieur, au gaz, delta P égale à 2 gamma sur R, et j'attire tout de suite votre attention ici sur le sens de la courbure. On a ici une courbure qui est, donc on est d'accord que ça c'est le liquide, hein, et cette courbure là que je dessine ici, elle est l'inverse d'une sphère. C'est-à-dire qu'on n'a pas on inverse la courbure, c'est-à-dire que les pressions sont également inversées. On a ici une surpression quand on traverse l'interface, parce qu'on a cette courbure là, mais dans ce sens-là de courbure, on a finalement, on pourrait dire une dépression, et c'est cette dépression-là qui va permettre au liquide de monter contre la gravité. Alors la gravité, dans ce cas-là, la différence de pression due à la gravité, donc de pression hydrostatique, c'est ρGH, hein, je crois qu'on l'avait déjà écrit auparavant, et en égalant à l'équilibre, donc ça c'est d'origine, ça c'est le delta P d'origine capillaire, et ça c'est le delta P d'origine hydrostatique. Et en égalant ces deux choses-là, on a la chose suivante, et alors le R, oui c'est le R, c'est cette courbure-là, hein. R, c'est cette courbure-là, et ce 1 sur R d'ailleurs, un petit raffinement, on peut le relier à l'angle de mouillage et au rayon du capillaire. De sorte que finalement, on est voilà, ρGH. Et nous, ce qui nous intéresse là, c'est H. H qui vaut finalement 2 gamma cos θ sur R rangé. Et voilà, ici, la loi de Jurin qui donne la hauteur en fonction du rayon du capillaire.
de la tension de surface et de l'angle de contact dans le tube. Alors comme je vous l'ai dit, cette loi de Jura, on peut également la démontrer en considérant l'énergie de mouillage. C'est-à-dire on avait avant une approche en pression, là on a une approche en énergie. Et on va comparer le gain énergétique qui correspond au mouillage interne du capillaire. C'est-à-dire on a la surface qui est vierge, la surface interne donc du solide du verre qui est vierge, qui a une certaine énergie, et on crée par mouillage l'interface solide-liquide. Hein, et ça, c'est un gain d'interaction, qui sont des interactions toujours attractives. Mais bon, ça, je vous rappelle, sur en énergie de mouillage, par exemple des millijoules par mètre carré. Donc, on va rapporter ça à une surface. En tout cas, on va multiplier par la surface. Et la surface, en l'occurrence, c'est l'air intérieur qui est mouillé par le liquide. Et l'air intérieur, c'est la circonférence de pi r. Alors attention, parce que j'arrive pas à effacer ça. 2 pi, j'avais pris R hein, pour le rayon un petit R pour le rayon du capillaire. 2 pi R, donc ça c'est le cercle et la hauteur. Okay, donc ça c'est bien la surface du tube qui est mouillée. Et cette chose-là, elle est égale à l'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire ρ, V le volume, GH. V, donc c'est le volume, hein, parce qu'il faut, c'est ce volume-là, c'est ce ménisque, ce poids du ménisque qui va peser. Et ce volume, il vaut pi R carré fois H. GH. Alors ici, vous vous souvenez vous pouvez retrouver l'équation de Young. Je vous la réécris là, gamma L cos θ plus gamma solide liquide, de sorte que gamma S moins gamma SL, finalement c'est gamma L cos θ. Voilà, on simplifie le H ici, le pi, R. Voilà, je ne me suis pas trompé. Ce qui nous intéresse, c'est H. RG et ρ. Donc voilà l'expression là, identique que celle-ci, mais démontrée par une approche en énergie, si vous voulez. Alors, cette ascension capillaire là, finalement, on peut la reproduire sur des plaques. Donc ça c'est une expérience que je fais en cours habituellement. Bon là, j'essaie de faire un dessin en 3D. Donc l'idée dans cette expérience, c'est d'approcher les deux plaques et au bout d'un moment d'observer que lorsqu'on approche les deux plaques suffisamment, en l'occurrence lorsqu'on a recouvrement des deux ménisques qui sont formés ici, ce qu'on appelle un ménisque de mouillage, je ne sais pas si je l'ai signalé auparavant, lorsqu'on approche assez ces surfaces-là, on va avoir le liquide qui monte entre les plaques. Donc là, c'est exactement le phénomène d'ascension capillaire, mais dans une géométrie qui n'est pas une géométrie cylindrique, une géométrie qui est une géométrie de deux plaques formées par deux plaques parallèles. Et le liquide, on observe que le liquide entre ces deux plaques parallèles monte dans cet espace confiné. Et monte dans cet espace confiné quand on a recouvrement des ménisques. En l'occurrence, effectivement, dans ces ménisques-là, on a un mouillage qui est tel que le liquide va être attiré vers le haut contre la pesanteur. Hein, c'est-à-dire qu'on a un bilan énergétique tel que l'affinité produit
un mouillage contre la gravité. Hein, ce qui se produisait dans le verre quand on avait parlé des larmes de vin, etc. Et ça, cette ascension-là, la quantité de liquide, elle est d'autant plus importante que la cohésion est importante. Hein. Je tire d'autant plus de liquide que la cohésion est importante. Et en l'occurrence, si j'avais par exemple de l'éthanol, on aurait des choses une quantité de liquide portée, supportée qui serait moindre. Hein. Donc avec une force, un poids également moindre, toutes ces choses se voyant sur la balance de Villeny lors de la méthode de la lame énergie pour mesurer une tension de surface. Hein. Mais bon, dans ce cas-là, on a recouvrement donc des ménisques et on peut imaginer que quand on recouvre les ménisques, alors à gauche et à droite ils sont comme cela, quand on recouvre les ménisques, on a par interaction une modification de la géométrie qui fait que la force elle va se déployer ici de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on va avoir une force qui agit, mais une force d'attraction entre les deux plaques. Et effectivement, si on a une des plaques qui était libre, on a les deux plaques qui vont se coller. Hein. On a les deux plaques qui se collent du fait de l'action de ces forces capillaires-là qui s'expriment du fait de la modification de la géométrie. Alors, en d'autres termes, on a un gain énergétique ou un équilibre énergétique ici quand le ménisque est indépendant qui peut s'additionner là puisqu'il ne s'exprime pas sur toute la longueur libre de la surface libre. Ici, du fait du confinement, on a un gain énergétique qui va permettre de s'opposer à la gravité et au liquide de montée. Donc là, j'ai essayé avec des mots d'exprimer ce que l'on vient de voir dans un capillaire, mais cette fois-ci entre deux plaques. Mais l'idée, c'est bien de dire qu'on a des forces qui s'expriment et forces qui vont ici s'accumuler ou s'additionner ou s'exprimer de sorte à créer une attraction entre des plaques ou une ascension du liquide. Et ça, ces interactions-là, cette interaction-là produit des forces qui peuvent par exemple produire de l'adhésion, ce qu'on appelle de l'adhésion capillaire. Et j'en veux pour exemple ici ce cas de l'adhésion entre deux plaques de verre, mais qui est produite par, alors je vais essayer de le dessiner, une goutte d'eau qui mouille donc les deux plaques de verre, mais qui produit, alors c'est comment on peut appeler ça? On pourrait appeler ça l'intérieur, si vous voulez, d'un tore. Ok, l'intérieur de ce tore là, c'est de l'eau. Ça c'est de l'eau. Et vous voyez que le liquide, si vous voulez, est mis en dépression par contrainte sur le ménisque quand on essaie de décoller les deux plaques. Hein. Quand on essaie de décoller les deux plaques, on déforme, si vous voulez, le ménisque de sorte à faire s'exprimer des forces qui vont contre ce décollement. Alors, la courbure de cet objet-là, de cet objet liquide, peut être exprimée de la façon suivante, donc comme un rayon R ici et un rayon R' là. Alors R' là, c'est ce rayon-là. Okay, donc c'était comme la poire. Hein. On a deux rayons des rayons de courbure qui s'interceptent là sur cette surface. Avec R ici, R' là. Et là, on vous donne que 1 sur R', cette courbure peut être définie par la distance de séparation entre les deux plaques et l'angle de mouillage, c'est-à-dire la mouillabilité de la surface par l'eau. Voilà. Et donc là, il est possible, à partir de ce delta P là, d'évaluer la pression qui agit entre ces deux plaques. Alors, on a pris une goutte assez petite, hein, 1 cm,
une hauteur de 5 microns, donc ça c'est petit, c'est-à-dire que la goutte est totalement écrasée, et un angle de mouillage nul, c'est-à-dire une affinité totale entre l'eau et le verre. Et là on trouve avec ce simple calcul-là, donc vous voyez que la différence de pression produite par cette déformation d'objets liquides, on l'applique sur une surface pi r carré, puisque c'est une pression, de sorte à avoir une force, et on trouve une dépression, alors delta P de 0,33 atmosphères, soit une force d'adhésion de 10 newtons, ou encore une force capable de supporter 1 litre d'eau qui serait accroché à ces plaques-là, pour un objet quand même assez petit. Donc je veux dire, c'est que des forces capillaires-là qui ont quand même des intensités assez remarquables. L'action des forces capillaires peut également être utilisée à des échelles plus petites, par exemple à des échelles micrométriques, enfin quasi, bon, c'est sub-centimétrique, enfin, on va essayer des microns, sub-millimétriques. Peut-être qu'ici on était à l'échelle du centimètre, disons, voilà, micrométrique. Et en l'occurrence, dans le cas de l'élaboration de MEMS. Donc vous voyez ici par exemple des électrodes qui ont des propriétés éventuellement par exemple la optique ou autre, mais des objets en tout cas qu'il faut relever. Alors s'il est facile d'élaborer des objets comme ça à plat par des techniques de photolithographie, il est par contre difficile de les redresser de cette façon. Il a été proposé que les forces capillaires soient utilisées pour relever ces objets. On voit ici l'action de force capillaire d'un polymère ici qui déforme cette plaque-là. Alors la stratégie, elle consiste à élaborer déjà l'objet à relever. Donc ça, c'est par des techniques de photolithographie. Et lors de cette étape de photolithographie, vous voyez qu'il reste sur la surface ici un polymère qui, lorsqu'il est liquéfié, par chauffage tout simplement, produit des forces capillaires qui sont à même de relever cet objet. Vous voyez ? Ça, c'est des choses assez anciennes, mais des choses qui sont toujours discutées. J'ai trouvé encore cet exemple-là, plus récent, où les objets, ben bon, là, ils sont encore beaucoup plus petits. Vous voyez la taille des objets. L'échelle est donnée ici. Là, c'est 50 microns. Donc, vous voyez, sorte de plaque ici, pliée en triangle. Cet objet-là qui est refermé, des fois en cube. Ces choses-là, si elles sont élaborées tout d'abord par des techniques de photolithographie à plat, sont redressées par l'action de force capillaire. Donc voilà un aperçu de ces forces capillaires. Alors je rappelle l'objectif pour vous, c'est essayer d'avoir des notions en tout cas de l'existence de ces forces capillaires-là, de leur réalité, éventuellement de quantifier l'interaction capillaire et d'avoir en tête que ces forces-là peuvent agir.